Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'ouverture d'une enquête après la tentative d'assassinat au couteau visant le président de transition au Mali. L'incident est survenu ce mardi à la grande mosquée de Bamako. Le colonel Assimi Goïta était venu assister à une prière à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Report du procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Les audiences qui ont repris ce lundi ont finalement été ajournées au 10 août prochain. Un report annoncé ce mardi par le tribunal de Pietermaritzburg. Et puis les obsèques du cardinal Laurent Monsengo en République démocratique du Congo. L'archevêque émérite de Kinshasa s'est éteint près de Paris le 11 juillet dernier. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mort de 3 civils au Mali. Ils sont décédés lors d'une attaque perpétrée dans la nuit du 20 au 21 juillet. À l'origine de cet assaut, des individus armés non identifiés qui ont pris pour cible le village de Gundaga dans le cercle de Bandiagara situé dans la région de Mopti. L'information a été donnée ce mercredi par le chef de la direction de l'information et des relations publiques des armées, Souleymane Dembélé. Toujours selon la même source, cette attaque a également causé d'importants dommages matériels. Une dizaine de maisons ont été détruites et le poste de sécurité aurait été ravagé par les flammes. Le Mali, où parallèlement les autorités ont ouvert une enquête après la tentative d'assassinat visant le président de transition Assimi Goïta. Un incident survenu ce mardi 20 juillet à la grande mosquée de Bamako. Après avoir été arrêté, l'auteur présumé de l'attaque était ce mercredi toujours interrogé par les services de renseignement maliens. Si son identité n'a pas encore été confirmée, l'assaillant serait un enseignant. Les précisions d'Alexandre Ondoar. Le président par intérim du Mali, Assimi Goïta, a été la cible ce mardi 20 juillet d'une tentative d'attaque au couteau lors des prières de l'Aïd al-Adha à la grande mosquée de Bamako. Selon un communiqué de la présidence sur Twitter, l'attaquant a immédiatement été neutralisé. Voilà, les forces de ceux qui ont été aux vestes noires, les forces présidentielles, ils ont maîtrisé la situation. L'incident a semé la panique au sein de la population malienne. Des rumeurs laissaient entendre que le président de transition et son garde du corps auraient été blessés lors de l'attaque. Après l'arrestation de l'attaquant, le président Goïta, visiblement bien portant, a déclaré à la télévision d'État que la tentative était un incident isolé. Non, tout va bien. Vous-même, vous voyez, non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Ça fait partie. Quand on est leader, comme on a des gens, il y a toujours des mécontents, il y a des gens qui, à tout moment, peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, et pour tenter des actions isolées. C'est une action isolée. Bon, ça a été maîtrisé. Rassurer l'opinion nationale et internationale que je vais très bien, il n'y a pas eu de problème. Aucun élément n'a été blessé et ça a été maîtrisé. Une fois de plus, c'est toujours demander la cohésion au peuple malien ainsi qu'à nos partenaires pour qu'ensemble nous puissions contrer ce pays. Assimi Goïta, 38 ans, est un colonel des forces spéciales. Il accède au pouvoir en 2020 à la suite d'un coup d'État qui a mené au deuxième renversement d'un président en 9 mois. Il ne comparaîtra pas devant la justice avant le 10 août prochain. Ce mardi, le tribunal de Pietermaritzburg a décidé de reporter le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. La juridiction a décidé de donner raison à ses avocats qui ont estimé que le format virtuel des audiences portait atteinte aux droits constitutionnels de l'ancien chef de l'État, Alexandre Ondoar. Ajournement de 3 semaines du procès de Jacob Zuma. C'est la décision annoncée par la justice sud-africaine ce mardi 21 juillet à la haute cour de Pietermaritzburg. L'avocat de Jacob Zuma, Dalim Pofu, avait demandé la veille un report du procès pour permettre à son client de comparaître en personne plutôt que virtuellement. Tout accusé a droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit à un procès public devant un tribunal ordinaire. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a plaidé non coupable d'accusations de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent. Il s'est présenté comme la victime d'une chasse aux sorcières aux motivations politiques dans ses tentatives d'échapper aux poursuites pendant plus d'une décennie. Les Sud-Africains, eux, sont partagés. En ce qui me concerne, Zuma est corrompu. Ils l'ont arrêté parce qu'il est corrompu. Il doit donc rester en prison et être traité comme d'autres qui sont emprisonnés pour corruption. Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais ce dont je suis sûr, c'est que Jacob Zuma doit être libéré de prison parce que c'est un vieil homme. Les avocats de l'État se sont opposés lundi à la demande de report formulée par les avocats de Jacob Zuma.
arguant qu'il s'agissait d'une nouvelle tactique dilatoire. La République démocratique du Congo rendait ce mardi un ultime hommage au cardinal Laurent Monsengo, décédé le 11 juillet dernier. Une cérémonie était organisée en son honneur au Palais du Peuple, cérémonie durant laquelle l'archevêque émérite de Kinshasa a été décoré à titre posthume. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Décédé le 11 juillet à Paris, Laurent Monsengo, archevêque émérite et cardinal de la RD Congo, a reçu ce mardi 20 juillet les hommages de tout un peuple à l'un de ses dignes fils. C'était au cours d'une célébration eucharistique célébrée par le cardinal Fridolin Ambongo. Des obsèques en présence de plusieurs personnalités, notamment le président Denis Sassou Nguesso du Congo voisin, qui y a pris part aux côtés de son homologue Félix Tshisekedi. Pour de nombreux services rendus au pays, Laurent Monsengo a été décoré par le chef de l'État à titre posthume, chancelier de l'Ordre national des héros nationaux Lumumba Kabila. C'était un grand esprit. Il avait toujours une vision pour un sujet ou un autre. Je l'ai connu tout jeune. Le voir partir aujourd'hui comme ça, retourner vers son créateur, son Dieu, me fait énormément mal. Troisième cardinal de la République démocratique du Congo, Laurent Monsengo, laisse un héritage grandiose par son engagement pour un état de droit et démocratique. Son discours en faveur du petit peuple fait de lui un grand défenseur du bien-être de la population congolaise. Ce n'est donc pas seulement un pasteur qui est parti, mais un acteur clé de la vie politique qui n'a jamais gardé le silence face à l'injustice. Dans l'actualité également, l'appui financier de la Banque africaine de développement en faveur du Soudan. L'institution va octroyer au pays d'Afrique de l'Est 8,56 millions de dollars en vue de renforcer sa résilience face aux effets induits par le changement climatique. Ce financement sera dédié à la mise en œuvre du programme africain de financement des risques de catastrophes. Régulièrement affecté par les inondations, le Soudan a connu en septembre 2020 d'importantes inondations, qui avaient fait des dizaines de morts et provoqué le déplacement de plus de 800 000 personnes. Elle suscite de vifs débats au sein de la population. En Tanzanie, la loi imposée sur les transactions d'argent mobile devrait être révisée par le gouvernement. Une information délivrée par le ministre des Finances, Mwigulu Nchemba, qui appelle la population au calme. À noter que cette taxe est entrée en vigueur le 15 juillet dernier. Un sujet de Corinne Eoné, commenté par Ruth Moussi. 4 jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi Petro-Tizim-Levy imposant des taxes sur les transactions d'argent mobile, le gouvernement tanzanien s'apprête à faire volte-face. De nombreuses plaintes ont en effet été émises par les entreprises de télécom et les consommateurs avec la décision de l'État d'imposer un prélèvement sur toutes les transactions d'argent mobile en fonction du montant envoyé et retiré. À titre illustratif, un calcul des frais indique que l'envoi de 1 million shillings à quelqu'un et le retrait de l'argent coûteront un total de 31 000 shillings avec les nouveaux tarifs. J'exhorte les Tanzaniens à rester calmes pendant que le gouvernement travaille sur la question. Leurs plaintes sont parvenues à la présidente et elle est préoccupée par les cris de la population. Elle a demandé que nous travaillions sur les plaintes. Touché par des crises sanitaires du coronavirus et du choléra, le gouvernement tanzanien est en quête de formules pour augmenter ses recettes de 1254 milliards de shillings pour surtout améliorer les services d'hygiène et de salubrité, ce qui a justifié l'adoption de la loi sur le Petro-Tizim-Levy le 15 juillet. Cependant, les entreprises offrant ces services d'argent mobile font état d'une chute drastique des recettes en l'espace de quelques jours. Fiscaliser les transactions à travers le mobile réduirait la fluidité de l'économie, empêcherait l'économie d'être résiliente et découragerait certaines transactions.
Elle va étouffer les petits épargnants, les petites et moyennes entreprises et le réseau agricole. Les services financiers internationaux doivent être le plus fiscalisés, mais de façon assez soft pour ne pas décourager les investisseurs. Bien que le prélèvement soit désormais juridiquement contraignant avec son adoption par le Parlement, le gouvernement s'est réuni en urgence pour examiner à nouveau la question. Il a affirmé que les experts du ministère des Finances et ceux des technologies de l'information et de la communication travaillent sur les aspects qui peuvent être modifiés. La question sera résolue définitivement, a cependant rassuré le ministre des Finances. Faire de la Côte d'Ivoire un hub médical en Afrique de l'Ouest, c'est l'objectif affiché par le Premier ministre Patrick Achi lors de la signature d'un accord de financement entre le gouvernement et la Société financière internationale le 16 juillet dernier. Un appui financier de 300 millions de dollars qui va permettre à la Côte d'Ivoire de développer son secteur médical. Mildred Diamou. 300 millions de dollars pour faire de la Côte d'Ivoire un véritable hub médical en Afrique de l'Ouest. Les fonds provenant de la Société financière internationale soutiendront le développement du secteur médical du pays. L'accord a été signé par le gouvernement ivoirien et l'organisation du groupe de la Banque mondiale le 16 juillet 2021. Notre objectif est de faire en sorte que le secteur privé grandisse et grandisse très vite. L'un des axes forts du projet de société que nous avons est de faire en sorte que les Ivoiriens qui ont entrepris, qui ont créé des cliniques, aient la possibilité de passer de cliniques en centres hospitaliers, en hôpitaux sous-régionaux, pour que la Côte d'Ivoire devienne une destination de tourisme hospitalier, un hub médical. Décaissé dans le cadre du programme pour l'accès aux équipements médicaux en Afrique, ce financement servira à accompagner les acteurs privés du secteur médical ivoirien, notamment les petites et moyennes entreprises exerçant dans le domaine de la santé. Les fonds permettront également aux cliniques d'obtenir leurs équipements à bas coût et avec un accès plus facile aux pièces de rechange. Le président de la République ivoirien, tout son gouvernement ont bien vu de mettre ces moyens à la disponibilité du secteur privé. Maintenant, il faut un suivi, il faut un bon casting de ceux du secteur privé qui effectivement peuvent contribuer à améliorer le plateau technique du secteur santé ivoirien. Il ne faut pas qu'il y ait de complaisance parce que la difficulté que nous avons en Afrique, le plus souvent, il y a des bonnes intentions, il y a de l'argent, beaucoup d'argent dépensé et après, il n'y a pas de résultats. Mais je pense que le gouvernement ivoirien prendra des dispositions nécessaires pour que les acteurs sélectionnés soient suivis et effectivement contribuer à l'amélioration du secteur santé ivoirien et par là faire de la Côte d'Ivoire un hub médical en Afrique. Notons que cet accord s'inscrit dans le cadre du programme de développement du secteur public de la santé mis en œuvre par le gouvernement ivoirien. En 2019, les autorités avaient annoncé la mobilisation de 3 milliards de dollars pour des investissements dans le domaine de la santé sur la période 2020-2024. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.